Nous retrouvons nos chers amis Samir Ouro-Sama, bon enfant, Bovi et Joie, comité à la quai pour la suite de votre émission Regard croisé. On va parler de ce forum sur la paix qui s'est tenu à Paris, en France, et analyser avec minutie les propos, la sortie du président bissau-guinéen Umaru Sissoco Embalo. Il dit clairement que l'Occident cesse de se pointer en donneur de leçons. Commis Joa Talaké, comment on peut interpréter ces propos du président en exercice de la CEDEAO? Vous savez, dans chaque pays en voie de développement, il y a forcément ce que nous appelons la grogne populaire. Et quand cette grogne atteint un niveau important, il faut que ceux qui dirigent ou que ceux qui sont au contrôle, sont dans l'arène du pouvoir, maîtrisent un tout petit peu le langage politique, surtout en participant à certains forums liés à la géopolitique. Et ceci dit, on n'est pas quand même des aveugles ni des sourds pour comprendre clairement que Umaru Sissoco, c'est celui-là, ce président en exercice de la CEDEAO, il faut le rappeler, qui a été au centre de toutes les critiques, que ce soit les panafricanistes ou que même au sein même de sa population, pour sa position claire et nette en faveur donc de la France. Et cette sortie ici de ce monsieur qui a étonné plus d'un, dont moi-même je suis étonné, est une preuve palpable qu'il mesure simplement ses mots et qu'il veut se relancer et se donner un peu de crédibilité face à ce qu'on appelle aujourd'hui la dignité africaine. Parce que lorsque vous n'avez pas cette dignité et que vous vivez que pour les autres, je crois que vous avez raté votre mission sur Terre. Et il a su très vite comprendre. Mais l'idéal ici n'est pas simplement de critiquer et en dessous ou en dehors de cette critique, travailler à l'ombre, main dans la main avec ceux qu'il ne fallait pas le faire. Et moi, je trouve que cette attaque ou cette sortie ou cette contre-attaque avec M. Emmanuel Macron est une occasion pour cet homme-là de se lancer sur le plan national et encore une fois de s'attirer un peu de regard pour son propre pays, pour l'Afrique. Parce que lorsque vous incarnez une institution sous-régionale et que vos propos ne cadrent pas avec ce pourquoi vous êtes là, moi je pense que vous avez raté votre mission. Alors, Samir Ouro-Sama, le problème aussi de l'Afrique, ce n'est pas ce que les gens appellent souvent le populisme, ou quand on arrive des fois à critiquer des choses, on se dit, ou bien on vous pointe comme instrument au service de la France. On a vu, comme Joachim Italaké l'a dit tout à l'heure, les propos de ce monsieur, du président Umaru Sissoco Embalo, d'abord sur la junte guinéenne, ensuite sur celle malienne. Et à un moment donné, on a vu les gens sur les réseaux sociaux critiquer avec surtout véhémence le président Embalo. Alors, cette sortie, c'est peut-être pour, selon vous, pour corriger les choses, ou bien ce sont les analyses du président en exercice de la CEDEAO? Je pense qu'on ne pouvait pas rêver mieux que ce à quoi nous avons assisté. Vous savez, on parle du Forum de Paris sur la paix, donc c'est une opportunité pour le président Embalo qui incarne la communauté de la CEDEAO dont nous avons tous comme bien commun. Nous partageons sur la communauté ensemble. Je pense qu'au-delà de toutes ces interrogations que vous avez fait cas, c'est véritablement s'interroger sur le comportement des Occidentaux par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Vous savez, quand on veut voir de si près, on se rend compte que on a comme l'impression que les Occidentaux ou les Américains de façon globale, les Européens, les Américains, adoptent des comportements selon qu'une situation les arrange ou pas. Vous avez vu comment est-ce que le G5 Sahel a eu toutes les difficultés du monde pour mobiliser les ressources, à être financé. Vous avez vu dans quelles conditions tous les pays, notamment les États-Unis, se sont mobilisés pour apporter de l'aide inconsidérable à l'Ukraine et d'une façon, d'une hauteur faramineuse à l'Ukraine. Vous avez vu toute la mobilisation des Occidentaux autour de l'Ukraine. Donc, alors qu'à côté, ce qui se passe en Afrique, c'est vraiment
C'est vraiment ahurissant. Les guerres qui font déplacer nos concitoyens, la famine que cela crée dans. Je pense que c'était l'occasion de trouver. C'était l'occasion de trouver pour Embalo Sissoko de faire un peu de donner un peu une leçon de géopolitique à ces dirigeants internationaux. Vous aurez pu remarquer que beaucoup de dirigeants africains n'ont pas fait le déplacement sur ce forum-là. Ça doit véritablement dire beaucoup de choses au président Macron. Et il a relevé deux faits majeurs. Il s'est interrogé puisque le président Macron s'est plaint que les pays du Sud accusent les Occidentaux d'avoir un double standard sur la question de l'universalisme, selon que ça les arrangeait ou pas. Il a posé une question véritablement qui était pertinente de savoir est-ce que le peuple libyen est en paix aujourd'hui que lorsqu'il y avait Kadhafi à la tête du pays. Est-ce que le peuple afghan est libre aujourd'hui lorsqu'il y avait Saddam Hussein à la tête de ce pays? Non. C'était, comme on le dit, la paix n'a pas de prix. C'est-à-dire que ces dirigeants sont ce qu'on peut appeler le mal nécessaire. Ils étaient là, mais ils régnaient en dictature sur ces pays-là. Mais au moins, on avait la paix. On avait la paix. Ces populations-là subvenaient facilement à leurs besoins. Parce que quand on dit la question des droits de l'homme de façon globale, c'est quoi? C'est de vivre dans un environnement paisible, de pouvoir avoir de quoi nous permettre de survivre. Donc, c'est-à-dire avoir accès aux soins de santé, avoir accès à l'éducation, avoir accès à la nourriture et tout. Ce qu'il n'y en a pas aujourd'hui. La paix même, elle est recherchée. Et de façon globale, il a analysé que ces déstabilisations de ces pays-là qui ont été occasionnées par les pays occidentaux ont créé d'énormes dégâts en Afrique, notamment au Burkina Faso, au Mali, au Niger. Vous voyez, du régime. Donc véritablement, je pense que même le président, le ministre des Affaires étrangères du Togo, Robert Dussel, au cours de l'Assemblée générale des Nations Unies qui s'est tenue en septembre dernier, avait même lancé les hostilités en disant qu'il est temps que les Africains décident pour eux-mêmes, que les Africains puissent savoir ce qui est bien pour eux, ce qui n'est pas bien pour eux. Il n'est plus question que des gens de l'extérieur viennent nous imposer ce qui doit être correct avec nous. Ou les pays occidentaux se sont plaints également que pourquoi est-ce que les pays africains ne se sont pas alignés derrière cette position affichée par les occidentaux sur la situation de l'Ukraine. Je pense que il n'y avait pas 1000 solutions pour le président de la Guinée-Bissau de dire les vérités comme il le faut au président Macron et plus indirectement aux Occidentaux sur le comportement qu'ils affichent lorsqu'il s'agit d'une guerre qui se passe en Europe ou des situations désastreuses que nous vivons dans la plupart de nos pays africains. Alors, bon enfant, du coup, il est devenu le bon Africain? Bon Africain, bon, mes co-débatteurs l'ont déjà dit, c'est-à-dire qu'entre-temps, Embalo était critiqué. Partout, partout, même dans son pays, il est critiqué par rapport aux propos qu'il tenait. Lesquels? Sur la situation en Guinée? Situation en Guinée. Oui, il disait que la Guinée risque d'avoir des sanctions. Est-ce qu'il n'avait pas raison, bon enfant, Bovi? Vous savez, dire qu'il a raison, pas... Parce qu'à un moment donné, on a vu la Guinée... On ne se situe pas vraiment dans ce débat, mais je dis que avant de vouloir faire une leçon à un président européen, il faut avoir tête de pied sur terre. C'est pourquoi il dit que Embalo dit ça. Tout ce qui est sorti de la bouche d'Embalo n'est que quelque chose pour se rapprocher plus des autres présidents africains à qui il avait entre-temps offensé. Lesquels? Ce sont les présidents qui sont venus par les coups d'État. Peut-être le président Assimi Goïta du Mali, Mamadi Doumbouya. Vous savez, aujourd'hui, si Goïta prononce un mot contre, comment l'appelle-t-on, le président Macron, il connaîtra l'ampleur par rapport à Embalo. Embalo, c'est celui-là que, comment l'appelle-t-on, Macron est en train de manipuler maintenant. Vous ne savez pas? C'est ça. Maintenant, quand il dit que... Donc, Macron normalement, ce n'est plus Bazoum, ce n'est plus Alassane Ouattara. Le problème, il a droit de sillonner plusieurs présidents et de prendre ce qu'il veut. Vous comprenez? Donc, lui, il est là pour ça, parce qu'il est au désarroi total. Macron, là où il est en train de vivre une période vraiment
qui ne lui sied pas en lui-même. Mais il fait avec. Vous savez, lorsque notre ministre des Affaires étrangères, Robert Doucet, lorsqu'il avait prononcé ça, il fallait que tous les Africains fassent un bloc autour de lui pour pouvoir défendre les grands idéaux qui étaient dans ce que Robert Doucet disait. Mais vous voyez, les gens ont entendu ça, ils ont commenté d'une manière ou d'une autre. Ça, c'est terminé. C'est ce que Ambalo aussi veut dire. C'est-à-dire ce qu'il a dit n'est pas loin de ce que Robert Doucet avait dit. Même le président Macky Sall l'avait dit à la tribune des Nations Unies. Lui aussi, il a dit. Il faut que les Africains se prennent en charge. Pourquoi quand nos présidents arrivent à dire ça, pourquoi ça ne prend pas d'effet? C'est ça le problème. Ça dépend de la personne contre qui tu dis ça. C'est pourquoi il dit que ce que Ambalo a dit, Macron a compris. Mais ça n'ira pas, ça n'a pas d'effet, quoi. Ça n'a pas d'effet. Parce que Macron connaît les comportements de tous nos présidents là, qui, une fois président de CEDEAO, etc., passe par des moyens pour se faire connaître et après il s'efface. Donc, lorsqu'un président sérieux parlerait de cette manière à la France, ça va faire bouger Macron. Macron est là, il est stable, il n'est pas... C'est qui le président sérieux? Dans le lot, c'est qui finalement le président sérieux? Le président sérieux? Assimi Goïta. Assimi Goïta, ouais. Mais non, moi je pense personnellement que nous ne pouvons pas, après 60 ans d'indépendance, continuer à cautionner des choses qui ne nous avantagent pas, qui ne nous font pas avancer. Je pense que le fait pour le président Ambalo de le dire aisément, c'est ce que tout le monde constate, que la déstabilisation de la Libye a créé un désordre total dans le Sahel. Et aujourd'hui, les pays, même les pays qui ne sont pas au niveau de cette partie de l'Afrique, notamment notre pays, le Togo ou le Bénin, nous subissons les conséquences de ces crises-là. Mais, par le principe que les coups d'État ne doivent pas être acceptés, ne doivent pas être promis, ne doit pas être considéré comme une manière d'établir ou de corriger les erreurs des présidents antérieurs. Donc moi, je l'ai toujours dit sur cette position-là que les populations seront déçues à la fin, parce qu'on a vu dans les pays, ils sont sortis pour manifester leur joie, mais je vous assure, on peut se retrouver d'ici 2 ans, 3 ans, ils seront déçus à la fin, parce que même maintenant, la gouvernance... On a vu la jubilation autour de ce coup d'État. C'est pas la même chose. Vous avez vu ce qui s'est passé où aujourd'hui on assiste à une chasse aux anciens dirigeants ou à l'ancien régime ou à l'ancienne équipe de l'ancien régime d'Alpha Condé. Donc ça veut dire que si un jour un autre président arrive à la tête, il va aussi se mettre à poursuivre la jeune qui est actuellement au pouvoir, et ainsi de suite. Au lieu de s'occuper du développement réellement, nous sommes en train de faire de la surface, de la surplace. Nous ne mesurons pas que la population africaine mérite mieux que ce que nous sommes en train de les offrir aujourd'hui. Parce que moi, je suis convaincu que le développement de l'Afrique ne passera pas par les gens au pouvoir. Ça ne sera pas ainsi. Ça va être des discours élogieux, des discours qui visent à attirer la foule et puis une adhésion populaire. Mais ça se limitera là parce que le développement, c'est sur le terrain que cela se constate. Alors, si on analyse... En réalité, ce que je voudrais dire, c'est quoi? Il a dit tout à l'heure que les coups d'État ne sont pas de nature à jubiler. Donc, c'est un acte rigoureusement condamné. Mais vous savez, quand le jeune Traoré a fait quitter Damiba, mais la CEDEAO a applaudi ça. La CEDEAO va applaudi alors que c'est encore un coup d'État. Vous savez, ce que je voudrais dire, c'est quoi? Ils ont applaudi comment? C'est vrai que c'était une situation difficile pour la CEDEAO. Vous savez, pour le Burkina, pour la CEDEAO. Il n'y a même pas à mesurer les situations. Toutes les situations sont les mêmes. Il n'y a pas à dire que cette situation est difficile, donc il faut accepter un coup d'État. Ça dit que la position de CEDEAO par rapport... La CEDEAO plutôt fasse quoi dans cette situation critique? Mais la CEDEAO doit sanctionner toute forme de... Selon ce qu'il a dit, toute forme de coup d'État doit être sanctionnée.
C'est-à-dire, je ne vois pas une CEDEAO qui se met en posture, en bonne posture pour comment l'appelle-t-on, un coup d'État de Traoré à Damiba. Ce n'est pas à Damiba, ce n'est pas normal. Mais qu'est-ce que je suis en train de dire? Maintenant que Embalo est en train de parler, Embalo n'a pas de moyens pour mettre en application ce qu'il a dit. C'est ça qui est le problème africain. Un verbe prononcé contre les pays occidentaux avec des moyens infimes ne peut rien faire. C'est ça que je dis, c'est ça notre problème. Embalo a dit ce que tout le monde voit. Et puis après, ça s'arrête là. C'est quoi? Il faut avoir des moyens pour contrecarrer ou bien pour accompagner ce qu'il a dit, pour qu'on sache que voilà, un président, après avoir parlé, a agi. C'est de ça que je parle. Embargo n'a aucun moyen pour se prévaloir devant Macron en disant, en croyant dire la vérité. C'est ce que nos chefs d'État africains doivent d'abord assimiler avant de vouloir sortir les mots. Les mots sont là, mais les accompagnements ne sont pas là. Moi, je pense personnellement que les pays africains ont une large marge de manœuvre. C'est-à-dire que ça commence d'abord par une solidarité entre pays africains. C'est-à-dire que dans les instances internationales, les Africains doivent prendre position sur un sujet de la même façon. Ils doivent être solidaires sur un sujet. Parce que si vous n'avez pas la force, vous n'êtes pas un pays comme les États-Unis avec 300 millions d'habitants, vous n'êtes pas un pays comme la France avec 40 ou 35 millions d'habitants, vous n'êtes pas un pays comme la Chine avec 1 milliard, vous êtes des micro-États, vous êtes des petites entités. Donc, votre voix ne peut pas porter à l'international si vous n'êtes pas unis. C'est pour cela que toutes les organisations au plan sous-régional, régional, au plan continental doivent avoir les mêmes positions sur les sujets, par exemple, de l'Ukraine, sur le réchauffement climatique et sur d'autres sujets d'ordre international. Parce que moi, je suis convaincu que s'il y a une solidarité africaine, ce que Embalo a eu le courage de dire, et ce que pensent beaucoup de pays africains, ça va prendre quoi? Bien sûr. On va d'abord retrouver Joaquim. Une adéquation, on peut tirer cela ainsi, entre les dires et puis ce qui doit se faire. D'abord, il faut relever un point très important que beaucoup ignorent. Vous savez, lorsqu'il y avait eu un forum de jeunes au Burkina Faso, entre Macron et la jeunesse burkinabèse, vous allez vous rendre compte qu'il y avait quand même un certain débat et des questions qu'on n'oserait même pas poser à nos chefs d'État qui ont été posées. C'est pour vous dire que Macron, dans son entité, dans son identité, dans son ADN, il s'est apprêté à accepter certaines questions qui vont au-delà même de sa personne. Donc, et ça, c'est le côté de la démocratie qui est élevé dans ce pays, qui fait accepter certaines questions. Mais en dehors de ce blabla, de ces questions qui sont posées, du côté vraiment piquant qu'on touche, il y a aussi des réalités qu'il faut travailler. Je vous dis qu'en Afrique, nous avons simplement besoin d'une économie forte et d'une force de défense. Aujourd'hui, un pays ne peut pas dire qu'il est libre, qu'il possède tout et qu'il est à l'aise s'il n'a pas l'autonomie sur son économie et s'il ne peut pas assurer sa propre sécurité. On prend juste l'exemple de l'Israël. Israël, c'est ce petit pays-là qui malmène le monde entier. Et aujourd'hui, personne n'ose aujourd'hui lever le doigt contre qui que ce soit un Israélien pour lui dire qu'il va l'attaquer. Pourquoi? Parce qu'ils ont un système de sécurité, de défense défini d'une manière ou d'une autre. Et aussi, ils ont une économie très forte. Donc, c'est ce qui manque aux Africains. Bien sûr, et tout le monde le sait. Nous ne cesserons jamais de le dire parce que si aujourd'hui le Togo, je peux dire, nous n'arrivons pas à nous nourrir convenablement et que nous souffrons et que nous demandons de l'aide un peu partout pour que nous puissions nous nourrir, tu comprends aisément que nous n'allons jamais hausser la voie vers celui-là qui subvient à nos besoins. Donc l'idéal ici, c'est de voir ces pays-là, surtout commençant par la CEDEAO, la sous-région, si entre le Niger, le Nigeria, le Mali, le Burkina, le Togo, le Bénin, si on se concertait à mettre en place un système qui nous permettra de sécuriser notre pays en matière de l'économie et de défense, voilà là où il faut commencer pour pouvoir s'affirmer sur la scène internationale. Si cela n'est pas ainsi, tous les débats que nous ferons, tout ce que nous allons dire, que ce soit sur la scène géopolitique ou géostratégique, ça tombe simplement à l'eau. Ça ne servira à rien. Ici, il faut rappeler à nos chefs d'État, à ceux qui sont aux manettes du pouvoir, qu'il faut non seulement critiquer ou non seulement parler, mais aussi penser stratégie pour que nos pays sortent
de la précarité en matière de l'économie et de la défense pour que nous-mêmes nous soyons assis d'une manière définitive. C'est ça qui va permettre à l'Afrique vraiment de décoller. Une simple attaque dans le pays d'Embalo, il fera venir la force française. Une simple attaque. On l'a vu tout récemment, il a été bousculé. Donc quand tu sais que tu n'es pas sécuritairement assis, tu ne peux pas parler de... Je suis parfaitement d'accord sur ce que le confrère a dit. C'est ça qui nous manque. Nous sommes sécuritairement faibles et on ne peut pas... Non, je suivais une citation de Gbagbo en ligne qui parlait de quelque chose qui m'a interpellé. Il disait que la lutte que eux ils mènent, ce n'est pas une lutte pour manger ou pour boire, mais c'est une lutte pour que lui aussi, quand il va s'arrêter aux côtés d'un président chinois par exemple, qu'il se sente aussi président. Que en réalité, lorsque lui, en tant que président de la Côte d'Ivoire, s'il est à côté de Xi Jinping, il se sent, bien sûr, il y aura toutes sortes d'acclamations. Il y a de complexes. Mais en lui, il sait qu'il n'est pas égal à lui. Que lui, leur débat, leur combat consiste à donner une dignité à ceux qui représentent les nations africaines. Et on ne peut pas avoir une dignité en tant que chef d'État si l'État qu'on gouverne n'a pas quand même cette dignité-là. Donc voilà pourquoi nous devons vraiment rehausser notre niveau de débat. Et ça aussi, ça peut être des propos politiques, parce qu'on a vu aussi le président Gbagbo diriger la Côte d'Ivoire. C'est ça qui manque aussi à nos présidents. Vous êtes au pouvoir. On voit tout ce qu'ils font, mais derrière, on place des propos, des discours, n'est-ce pas? À moi, ce que je me trompe, même justement, si c'est un débat, ou bien si c'est ce qu'il a dit, si c'est un... ce qu'il a dit est intéressant. C'est intéressant. Mais à long terme, oui, à long terme, dans les faits, vous voyez, ce qu'il a entendu, ça vient de l'éthique, quoi. Ça vient de notre éthique. C'est qu'il dit que quand il est à côté d'un président, il faut qu'il se sente comme président, c'est vrai. C'est quelque chose, c'est un travail de longue haleine qu'il doit faire. Et vous savez, je ne sais pas ce qu'on doit faire pour que les présidents africains disent la même chose. Ce n'est pas possible, parce que nous avons la politique. Nous avons la politique, il nous serait difficile. Ouais, ça va être difficile, même l'Union européenne. Donc, les présidents ne disent pas la même chose. Mais nous devons, mais il est possible que nous définissions certaines stratégies pour pouvoir cacher certaines lacunes. Il faut qu'on définisse certaines stratégies qui cachent notre lacune. Mais dites-moi ce qu'Embalo a dit. Ça fera quoi à la France? Rien. Je viens de donner l'exemple. Beaucoup de personnes. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on demande à nos chefs d'État nous sommes à l'aide de nous ne sommes pas encore à l'aide du parler. Mais il faut agir. Il a touché un aspect, Joa Komitalaki a touché un aspect. Samir, lorsqu'on est assujetti, si on peut le dire ainsi, à ces pays, lorsqu'on vit toujours, si on peut le dire, sous le dos de ces pays, c'est difficile d'agir, mais aussi facile de parler, comme le président Umaru Sissoko Embalo l'a dit. Est-ce que la situation dans laquelle se trouvent nos pays africains sont intégralement de la volonté de ces pays-là? Vous savez, nous avons connu plus d'un demi-siècle de colonisation. Nous avons connu l'esclavage. Est-ce que ces pays-là ont connu cela? Non. Donc, pendant des années, on nous a exploités. Et malgré ça, après les indépendances où nous avons, de façon entre guillemets, acquis une souveraineté internationale, on a continué à être exploité par ces puissances étrangères qui ont de l'expertise, qui ont de la technicité sur un certain nombre, sur certains domaines de l'économie. Moi, je pense fermement que nos pays africains sont sur la bonne voie. Là où se trouve aujourd'hui la France, il en a fallu plus d'un siècle pour ce pays avant d'arriver là où il est. Si on prend les États-Unis, on sait le périple qu'a connu les États-Unis avant d'arriver là où ils sont là. Donc moi je pense que ce qui nous manque en Afrique, c'est qu'on ne travaille pas assez. Vous savez, nous passons notre temps... Donc la prise de conscience, elle est là. Elle est là. Nous passons notre temps à dormir, à nous amuser. Nous avons une potentialité agricole à plus de 80% de nos terres. Nous ne travaillons pas suffisamment. Nous avons un PIB qui représente à peine 1000 milliards de francs CFA par habitant, je pense. Donc, nous ne travaillons pas assez. Nous ne sommes pas productifs. Ce n'est pas de la faute des dirigeants si nous ne sommes pas productifs nous-mêmes. Si nous-mêmes, malgré tous les efforts qui sont consentis, malgré les investissements qui sont faits dans l'agriculture, malgré la modernisation d'un certain nombre de secteurs de l'économie,
nous continuons par être là où nous sommes là, nous devons nous remettre en cause de façon globale. Donc nous avons notre Ce n'est part pas aussi. de la responsabilité seulement que des gouvernants, mais c'est de la responsabilité à nous tous. Parce que nous devons travailler, nous devons nous mettre au travail. Si nous voulons arriver là où ils sont, si nous voulons, comme ils ont dit, nous tenir un jour à la tribune des Nations Unies et parler comme si nous étions vraiment une grande puissance, nous devons avoir une économie florissante, une économie qui est vivante et qui permet à ce que la redistribution des richesses soit comme dans les autres pays, comme en France, comme aux États-Unis, comme en Chine et tout. Donc je pense qu'il ne s'agit pas seulement d'interpeller les dirigeants, mais de nous interpeller en tant que citoyens, en tant que population d'un territoire, en tant que population de l'Afrique, sur le rôle que chacun de nous doit jouer pour que nous puissions également avoir le même langage, avoir le même droit et avoir le même privilège sur la scène internationale, comme cela se fait aujourd'hui avec les puissances. Bon enfant, en 30 secondes, vous voulez ajouter quelque chose? Non, il n'y a pas de problème. Il a terminé par une bonne allocution. Parce que vous savez, la plupart des pays du monde ont été colonisés. Hein. La plupart des pays. Il n'y a pas un pays dans lequel il n'y avait pas eu de mouvement. Ouais, la France a été colonisée. Par l'Empire romain. Par l'Empire romain. Mais le problème, c'est qu'en Afrique, nous avons... comment l'appelle-t-on? Qu'est-ce que je dois dire là? Nous avons la malchance de ne pas savoir nous relever très tôt. C'est ça le problème. Et maintenant, il dit que la faute n'est pas au dirigeant. La responsabilité est partagée. Je suis d'accord. Bon, mais dans un pays, ce n'est pas l'habitant, ou bien celui-là qui est dans la... Qui prend les décisions. Voilà, ce n'est pas lui qui définit les décisions. Tous les pays africains devraient en principe définir une vision claire. Et c'est les gouvernants qui nous permettent, c'est-à-dire que c'est qui nous aident à aller à choses là, et pour que la vision là soit atteinte. Donc, je suis sûr que la responsabilité est partagée quand même, mais la responsabilité de la population est infime. Allez, on va marquer la pause pour le journal. On revient avec vous, chers invités. Samir, bon enfant et Joie, on va toujours parler de la France.